C'est l'homme qui assurerait l'intérim du chef de l'État si nécessaire. Au quotidien, il est surtout concentré sur la défense des prérogatives du Parlement. Reçoit ce matin le président du Sénat. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Macron a annoncé et confirmé sa volonté de faire une réforme des retraites mise en œuvre à l'été 2023 et qui pourrait passer par le projet de loi de financement de la Sécu. C'est ce que vous aviez proposé. Est-ce que vous applaudissez? En tous les cas, la réforme des retraites, à la fois c'est un sujet sensible dans notre société, elle est indispensable. Et la publication du corps nous le démontre. Le rapport du Nous avons des retraites. à terme et sur 25 ans un déficit de notre système de retraite. Nous devons donc sauver la retraite par répartition, qui est un élément essentiel de notre politique sociale. Ça veut dire que les Républicains voteront cette réforme? Ça veut dire que les Républicains, ils vont examiner ce que le Sénat a voté depuis près de 3 années, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous avions voté depuis 3 ans, et notamment dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, un certain nombre de propositions que j'entends voir reprises par le chef de l'État et par le gouvernement. Je ne peux que m'en réjouir. L'heure de vérité sera le débat. Il y avait à la fois l'allongement de la durée de cotisation et un mouvement sur l'âge légal de votre côté. Passage progressif à 62 ans vers 64 ans. Deuxièmement, le nombre d'annuités de cotisation de 43 années s'appliquera à partir de 1966. Troisièmement, convergence progressive sur 10 ans des régimes de retraite avec la fin des régimes spéciaux, mais sur 10 années avec la prise en compte des carrières longues, de la pénibilité et naturellement la nécessité d'un dialogue social. Mais vous rappeliez à l'instant vous-même que c'est une réforme qui fait déjà débat. Pour le dire clairement, c'est une réforme qui suscite déjà l'opposition de tous les syndicats, en partie sur la composante qui concerne le report de l'âge légal. Est-ce qu'on peut réformer? Est-ce qu'on peut repousser l'âge légal contre l'avis des syndicats, y compris la CFDT? Je pense qu'il faut parler avec les syndicats, mais il y a des réalités. Vous savez, les choix, ils sont simples. Soit on augmente les cotisations, soit on diminue le montant des retraites, soit on agit sur la durée de cotisation. Dans votre famille donc politique, notre choix, c'est d'allonger la durée de cotisation. Et donc, cette proposition que nous faisons depuis 3 ans, la Commission des affaires sociales va la faire à nouveau. Si elle rencontre enfin le gouvernement sur ce sujet, je crois qu'on pourra avancer, débattre, dialoguer, mais avancer. Et sur le vote, vous verrez. Nous verrons ce que sera le texte, mais je sais que le Sénat le proposera. Il y a un autre texte qui fait l'objet de beaucoup de contestations, c'est l'assurance chômage. Le gouvernement veut moduler les règles en fonction de la conjoncture. Est-ce qu'il faut, là, écouter ce que les syndicats ont à dire? Est-ce qu'on peut réformer quand des manifestations sont prévues le 22 septembre, le 29 septembre, Jean-Luc Mélenchon qui veut faire une marche mi-octobre? Est-ce qu'on peut gouverner contre la rue? Je ne sais pas si on gouverne contre la rue, mais il y a une réalité. Nous avons 3 millions de chômeurs de catégorie A. En même temps, il y a une crise très forte au niveau des offres d'emploi. Hôtellerie, restauration nous annoncent qu'ils ont besoin de 250 000 salariés en plus. J'étais il y a quelques mois dans le secteur métallurgique, notamment lié à la défense, dans le Cher, et ils ne trouvaient pas de salariés. Donc le gouvernement a raison. Il y a la question de la formation, mais il y a aussi, j'allais dire, les incitations à se diriger vers le travail. Et je pense que la modulation qui est proposée, encore faudra-t-il voir ce que c'est réellement. En fait, on durcit quand les conditions d'emploi s'améliorent et on assouplit quand les conditions d'emploi deviennent plus difficiles. Donc c'est une bonne réforme, c'est une bonne proposition. Je pense que c'est une voie intéressante, avec quelque chose que je ne vois pas en l'état actuel dans le texte, c'est notamment le contrôle de l'offre raisonnable d'emploi. J'ai été ministre du Travail, je sais que parfois certains répugnent, j'allais dire, à appliquer ce contrôle de l'effectivité, de l'acceptation de l'emploi. Je crois qu'il faudra le faire. On va revenir aux sujets économiques et sociaux dans un instant, mais dans cette semaine,
dans les sujets mis sur la table par le président de la République, il y a également la fin de vie. Le président de la République dit qu'il veut engager une convention citoyenne. Il n'exclut pas de passer par un référendum. Je vais vous poser deux questions. D'abord, une sur le fond, et on se concentre sur le fond quelques secondes. Est-ce que de votre point de vue, il faut ou pas légiférer sur la fin de vie à nouveau, avant d'en venir à la méthode? Je vais vous donner un avis personnel. Je pense d'abord que nous devons évaluer la loi Claes-Leonetti. Et la loi actuellement en vigueur. Qui, au fond, par la sédation profonde, est une manière, j'allais dire, d'approcher la mort d'une manière apaisée. Donc vous dites pas forcément légiférer à tout prix, voire d'abord. Deuxième des choses, les soins palliatifs. Il n'y a pas encore aujourd'hui d'offre de soins palliatifs pour tous. Et d'ailleurs, j'ai noté que dans l'avis du Comité consultatif national d'éthique, ces deux points, qui d'ailleurs ont fait l'unanimité des débats, à la différence de la résolution finale, sont importants. Notre commission des affaires sociales va naturellement s'emparer de ce dossier immédiatement. Dossier d'évaluation, aussi bien des soins palliatifs, et puis le débat, c'est un débat de société, c'est un débat de conscience. Le président de la République dit on va le faire par une convention citoyenne. Il y a la convention, il y a pourquoi pas un référendum. Il y a le rôle du Parlement. Et ensuite, le président de la République fera le choix. Quand vous dites qu'il y a le rôle du Parlement, ça veut dire que cette convention citoyenne, elle ne vous paraît pas utile, puisque le Parlement est déjà là. Vous savez, je n'oppose pas démocratie participative et démocratie représentative. À condition qu'elle ne se substitue pas l'une à l'autre. Je pense que chacun doit être dans son rôle et à sa place. La décision finale, elle appartiendra au Parlement ou au peuple français par voie de référendum. Il faudra d'ailleurs bien se poser la question dans l'hypothèse du référendum de la nature de la question, parce que ça devrait passer par l'article 11. Encore faut-il que la question soit posée d'une manière compatible avec l'article 11. En tous les cas, c'est un débat qui nécessite de la profondeur, de la sérénité. Est-ce qu'il y a une application de l'aide active à mourir? Est-ce qu'il y a une application éthique? C'est une vraie interrogation. Donc vous réservez Et cette vraie interrogation, elle est en réponse aussi avec une autre interrogation. Est-ce qu'on ne va pas conduire les plus faibles, les plus fragiles, en quelque sorte, à se résoudre à mourir? Il faut qu'on fasse extrêmement attention. On touche à l'essence de l'humain et des valeurs qui sont les nôtres. De votre point de vue, d'une main tremblante. On va revenir au sujet de la journée. C'est le bouclier tarifaire. La Première ministre tiendra une conférence de presse cet après-midi. On a déjà compris qu'il y aurait des hausses de prix de l'énergie, le gaz et l'électricité à partir du 1er janvier. Est-ce que le gouvernement a raison de répercuter une partie des hausses, ce serait une partie seulement, et de demander un effort aux Français? Je pense que le gouvernement n'a pas d'autre choix dans la situation budgétaire qui est la nôtre. C'est aussi un choix qui appelle à la responsabilité des Françaises et des Français. Vous savez, aujourd'hui, il y a les ménages, et ils ont bénéficié en 2022 du bouclier tarifaire. Quelque part, ils ne se sont pas encore rendus compte. Ils sont en train de toucher la réalité de la crise énergétique. Il y a les entreprises. Quand Aluminium Dunkerque ferme, quand Arc International ferme, quand Duralex ferme, pour des motifs de coûts énergétiques. Vous avez aussi les collectivités territoriales. Elles n'ont pas le bouclier tarifaire. Qui n'ont pas de bouclier tarifaire. Nous voyons aujourd'hui un certain nombre de dizaines, par exemple, d'équipements sportifs. Je pense aux piscines. Et notamment dans mon département, qui aujourd'hui ferment. Mais vous souhaitez que les entreprises et les collectivités bénéficient de ce bouclier ? Je pense qu'il faut que nous réfléchissions collectivement. Ce sera d'ailleurs un débat que nous allons avoir dans la première quinzaine d'octobre au Sénat, dans le cadre de l'article 50-1, c'est-à-dire débat en quelque sorte provoqué par le gouvernement, mais demandé par le Parlement, pour apporter les réponses. En même temps, sobriété, sécurité des approvisionnements. La réalité, c'est que nous ne pouvons qu'espérer la reprise de la fourniture des réacteurs nucléaires dans notre pays. Et au-delà de la sécurité d'approvisionnement, il y a la réponse européenne qui est en cours, j'allais dire, de préparation dans des débats difficiles, notamment la contribution de ceux qui dégagent des marges importantes dans le secteur du gaz et surtout dans les secteurs des énergies renouvelables, pardonnez-moi, et du nucléaire. La sobriété
quasi obligatoire à Et 10%. que vous appliquerez au Sénat d'ailleurs, parce que vous avez promis que les questeurs vous feraient des propositions. Ils vont me les faire aujourd'hui, ces Très bien. propositions. Et elles seront, parce que je pense que c'est une décision collective qu'il faut prendre, présentées au bureau le 6 octobre prochain. Et Ça donc, va de vous gestes du adapterez quotidien, votre mais fonctionnement. qui touchent aussi à l'utilisation de l'informatique, à l'éclairage, mais au chauffage. Gérard Larcher, tout ce qu'on vient d'évoquer, ces aides et leur éventuelle extension, par exemple, aux collectivités et entreprises de manière encore plus importante, elles coûtent des milliards, des dizaines de milliards. Vous avez dit il y a quelque temps que les Républicains étaient dans une opposition claire. Ça veut donc dire que vous voterez contre le budget, même s'il prévoit ces aides que vous appelez de vos voeux? Ces aides, l'an dernier, elles ont représenté 24 milliards. Des aides supplémentaires, c'est-à-dire comment les finance-t-on? La réalité budgétaire, c'est 3 000 milliards d'euros de dettes. C'est un déficit budgétaire important. Alors que le Nous gouvernement maintient avons 5%. un budget qui nous est proposé qui ne parle que de dépenses et qui ne diminue pas les dépenses publiques en contrepartie. Mais Il y a dans des le dépenses contexte- qui sont légitimes, mais tous les contextes sont ainsi. 5% de déficit, oui. on pourrait se dire, c'est pas beaucoup quand Oui. on voit tout ce qu'on dépense. Oui, 5% de déficit, c'est beaucoup par rapport à d'autres pays. C'est beaucoup dans la situation où les taux d'intérêt augmentent, où il y a aujourd'hui la nécessité, j'allais dire, de converger les uns vers les autres dans le cadre de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas rester le pays parmi les plus endettés. Je rappelle, 3 000 milliards. Donc de le dettes budget, dans ce ce pays. sera non, ce sera Le sans vous. budget- Vous voterez contre. Nous allons débattre, nous allons dialoguer, mais vous savez, un budget, c'est ce qui fait une majorité et une opposition, mais on peut avoir des attitudes différentes en fonction de ce que De ce qu'il y a le dedans. gouvernement prendra en compte ou pas. Si sur les droits de succession, par exemple, le gouvernement fait un pas dans votre direction en disant on est prêt à les alléger, c'était l'une des propositions de Valérie Pécresse dans la campagne présidentielle, est-ce que ça pourra susciter de votre part une attitude différente? Un soutien sur cet amendement, cet article, une abstention? Nous examinerons les propositions qui sont faites. C'est un vrai sujet que la transmission sur les droits de succession, transmission familiale, mais aussi transmission des entreprises. Je rappelle qu'en Allemagne, les petites et les moyennes entreprises sont quasi exonérées de droits de succession, à la condition que l'entreprise se poursuive dans la famille. Une source d'inspiration, donc. Un point pour nos téléspectateurs, Gérard Larcher, vous dites qu'il y a une majorité, il y a une opposition, mais il y a aussi une réalité parlementaire. Il se trouve que les Républicains sont en position de force dans ce qu'on appelle la CMP, la commission mixte paritaire, qui permet de trouver des accords sur des textes entre l'Assemblée et le Sénat. Ça veut dire que si vous êtes favorable au compromis avec le gouvernement, vous pouvez faire en sorte que des textes sortent du Parlement. Nous sommes dans une ligne d'opposition qui est claire. Mais ce qui prime, c'est d'ailleurs le sens de l'engagement politique, c'est l'intérêt du pays et l'intérêt des Français. À chaque fois que nous aurons le sentiment que c'est l'intérêt du pays et l'intérêt des Français, je ne vois pas pourquoi nous serions systématiquement dans une attitude réfractaire ou hostile. C'est le Nous cas sommes également là- de vos camarades de l'Assemblée qui ont l'air Oui, d'être dans une regardez ce position qu'on a plus dure. fait ensemble au mois de juillet et début août. L'intérêt du pays, c'est, je crois, une des lignes importantes pour une famille comme les Républicains. Il y a justement une compétition en cours au sein des Républicains. Vous allez renouveler le président du parti en fin d'année. Il y a 3 candidats qui sont officiellement déclarés par ordre d'apparition: Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Aurélien Pradié. Votre candidat, vous, c'est Bruno Retailleau? D'abord, cette élection, elle est importante, parce qu'il ne suffit pas d'élire un président. Il faut redéfinir le rôle, la place de notre formation politique. À un moment où les partis politiques traversent une vraie période de défiance et de crise, tous collectivement, nous devons donc refonder profondément notre famille politique et le courant de pensée qu'il représente Est-ce qu'il y en a un dans qui le sa ferait mieux? diversité. Je pense que je suis le garant de l'unité, mais Bruno Retailleau, c'est le président du groupe auquel j'appartiens. C'est le président d'un des groupes majoritaires au Sénat. Et Bruno Retailleau, je vois sa capacité à rassembler, sa capacité de transversalité sur tous les sujets, et donc je le soutiens. Il disait hier, quand la droite s'assume, le RN recule. Valérie Pécresse n'était pas la droite assumée? La situation de l'élection présidentielle n'est pas comparable à ce que nous vivons. Sauf que les Républicains ont reculé et moi le qui RN a suis monté. gaulliste, qu'il faut qu'on s'assume dans nos idées. Si nous voulons éviter d'être, j'allais dire, façayants,
entre le macronisme et le lepénisme. Nous avons une place et une identité, et nous devons la retrouver pleinement. Mais le président du parti n'aura pas pour mission à l'avenir de poser au moins la question des alliances, soit avec Emmanuel Macron, soit avec Marine Le Pen. Quand on regarde la Suède, quand on regarde l'Italie, la droite s'allie avec l'extrême droite et ça lui permet potentiellement d'accéder au pouvoir. Bien, je vais vous dire, pour éviter cela, car il n'est pas question pour moi de m'allier avec l'extrême droite, il faut aussi qu'on ait des résultats, qu'on réponde aux inquiétudes des Français. Qu'est-ce qui se passe en Suède? Qu'est-ce qui se passe en Italie? Vous avez eu des gouvernements qui n'ont pas répondu aux interrogations qui étaient posées, notamment sur les questions de sécurité, sur les questions d'identité, sur la question aussi du dialogue entre les citoyens et l'État. Et vous avez les résultats. À nous d'avoir des résultats. À nous de répondre aux inquiétudes des Français. Ça, c'est un enjeu majeur pour le futur président des Républicains, mais aussi pour les familles politiques qui partageons les mêmes valeurs. Vous disiez il y a quelques instants, à chaque fois que l'intérêt du pays est en jeu, on sera au rendez-vous. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a voulu lancer, avec toutes les forces du pays, un Conseil national de la refondation. Vous n'y étiez pas. Il a eu cette formule « les absents ont toujours tort ». Vous avez eu tort, Gérard Larcher? Non. D'abord, j'avais prévenu le président de la République le 22 juillet. Pour ce type de débat, nous avons modifié la loi en 2021 en donnant au Conseil économique, social et environnemental le rôle de forum des débats publics. Et voilà que le président de la République a, dans sa campagne électorale, voulu ressusciter un mot qui est un peu magique dans l'histoire de notre pays, le CNR. Le sigle CNR, qui rappelle le Conseil national de la résistance. J'avais dit au président de la République très directement, le 22 juillet, dans un entretien, que pour moi, il était essentiel je partage son analyse sur la crise de la démocratie. Mais la réponse, c'est pas la confusion. Donc si c'était c'est pas la confusion. Vous le referiez? Bien sûr. C'est pas la confusion entre la démocratie participative, qui est utile, et la démocratie représentative. Mais s'il y a par exemple des déclinaisons thématiques ou territoriales, vous qui êtes attaché aux collectivités du CNR, est-ce que là, vous pourriez participer? Attendez, nous verrons les travaux qui sortiront, mais le Parlement doit être, j'allais dire, autonome, plein et entier. Il est à l'écoute du pays, il est à l'écoute des travaux. Je rappelle que le Conseil économique, social et environnemental, c'est fait pour ça. Il y a une volonté de dialogue, en tout cas, qui s'est vue dans le calendrier parlementaire. Pour la première fois depuis 20 ans, il n'y a pas eu de session extraordinaire au mois de septembre. Précisément, nous disait l'exécutif, pour préparer les discussions avec la majorité et les oppositions en vue de la reprise de la session début octobre. Est-ce que ça s'est vu? Est-ce que vous avez eu des contacts avec le gouvernement? Est-ce que la session d'octobre est mieux préparée que par le passé? D'abord, j'avais, dès le début juillet, demandé à la Première ministre que nous puissions avoir ces dialogues préalables. Et nous avons des contacts, bien sûr, beaucoup plus nombreux et beaucoup plus suivis qu'au cours du précédent quinquennat. Je vais prendre un exemple. La promesse est tenue. Hier, le rapporteur général du budget, les vice-présidents la commission des finances du Sénat ont été dialogués avec Bruno Le Maire et Gabriel Attal. Dans le cadre des dialogues mais il ne s'agit pas de co-construire. Il doit rester au Parlement le débat, l'amendement et le vote. Il n'y a pas d'arrangement préalable. La démocratie représentative, ça fonctionne comme ça. C'est le vote qui détermine, après débat et après amendement, eh bien, le choix qui est fait par le Parlement souverain. Et le Parlement, sur le budget, ce sera sûrement un 49-3, parce que le gouvernement n'ayant pas de majorité, pas votre soutien, vous dites c'est de bonne guerre, il utilisera une arme constitutionnelle. C'est pas de bonne guerre, c'est au gouvernement de décider du 49-3. Comme vous savez, il ne s'applique qu'à l'Assemblée nationale, il ne s'applique pas au Sénat. Nous examinerons l'ensemble du budget avec attention, avec un esprit positif, mais avec les réalités qui sont les nôtres. Vous disiez à l'instant contact avec le gouvernement, contact parlementaire, la Première ministre. Dans le Figaro, fin août, vous disiez qu'avec Emmanuel Macron, vous aviez prévu de vous voir régulièrement. Oui. Est-ce que vous l'avez vu récemment ou est-ce que vous avez prévu de le voir prochainement? bientôt. Je vais le voir bientôt. Nous avons déterminé de nous voir régulièrement et en tous les cas, je pense que c'est utile pour le pays, que c'est utile pour le Parlement. J'ai d'ailleurs aussi des contacts avec la présidente de l'Assemblée nationale, extrêmement réguliers. La date est fixée sur la prochaine rencontre avec le président de la République? Oui, avant la fin du mois. Avant la fin du mois. Avec quel ordre du jour? Eh bien, l'ordre du jour, d'abord, bien sûr, de la session parlementaire, mais des défis qui sont posés à notre pays, la situation internationale, c'est notamment une situation
que ce soit la situation en Ukraine, que ce soit aujourd'hui le devenir de l'accord nucléaire, entre guillemets, Donc la confiance n'est avec pas l'Iran, la situation dans une partie du monde, ces réalités-là, nous les abordons. Un dernier mot, Gérard Larcher, qui concerne votre famille politique. Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, a été placé en garde à vue quelques heures hier. Mediapart avait révélé l'existence d'enregistrements dans lesquels il envisage d'exploiter une vidéo compromettante pour faire pression sur son ancien premier adjoint. Le parti Les Républicains a lancé une procédure d'exclusion. Fallait pas attendre que la justice se prononce sur ce cas? Écoutez, un mouvement politique se doit d'avoir une éthique. On a parfois trop souvent reproché qu'on en manquait. Et donc, que la présidente engage la procédure. Mais la procédure, ça ne veut pas dire le prononcer. Et personnellement, en ce qui me concerne, j'attendrai les conclusions de l'enquête. Vous souhaitez qu'il démissionne de son mandat de maire? Après, c'est un choix personnel. Ça fait partie de l'éthique personnelle. Je pense que si les faits étaient avérés, je ne vois pas comment il peut rester à la tête. J'ai été moi-même maire d'une équipe municipale, mais attendons que les faits soient avérés. Merci Gérard Larcher d'avoir accepté notre invitation ce matin.